Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Donc, c'est un webinaire sur le cluster santé, et qui, est dédié à la destination, à la première destination du cluster santé. Donc j'ai le plaisir, d'accueillir, pour ce webinaire Julien Tenedos qui est, PCN, qui est le coordinateur du PCN SHS et qui nous donnera un éclairage sur les aspects SHS qui sont très présents en fait dans les appels santé. Donc, je ne sais pas si vous avez assisté, on a organisé un webinaire qui était, dédié, aux aspects SHS dans les projets santé et est en ligne aujourd'hui, donc vous pouvez revoir en replay sur notre site, Horizon Europe. Et aujourd'hui, en fait, vraiment spécifiquement sur certains appels, Julien nous parlera de de la valence, SHS. Alors, je vais juste vous représenter le PCN santé. Donc moi, je suis Virginie Sivan, je travaille au ministère de la recherche et je coordonne le PCN santé. Je suis aussi représentante au comité de programme et on est une équipe de 4 personnes. Donc vous voyez, sur, cette slide, dans l'équipe, il y a Vania Rosas, Sophie Descamps et Catherine Tostin, que vous connaissez sûrement, avec qui vous avez déjà dû interagir. Donc sur la slide, vous avez un QR code qui vous permet d'accéder, au site, horizon, europe.gouv.fr spécifiquement pour le cluster santé. Vous avez, notre adresse, générique, donc sur laquelle vous pouvez nous contacter pour, nous poser des questions et vous pouvez également nous suivre sur LinkedIn. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez également vous inscrire sur la liste de diffusion qui est sur la slide. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, à moins que Julien, tu veuilles, dire un petit mot, en introduction ou non? Écoute, Pas spé merci. En tout cas, non, non, merci, Virginie, en tout cas pour cette invitation. C'était effectivement un travail collaboratif qu'on mène depuis quelques mois maintenant entre le PCN Cluster Santé et SHS parce que l'idée, ce n'est pas que notre bonne volonté, c'est aussi une préconisation très forte de la Commission européenne que les sciences humaines et sociales soient intégrées, donc comme vous le savez, dans le programme, dans tous les appels du programme Horizon Europe. À tel point qu'aujourd'hui, et c'est un petit peu les retours qu'on a depuis ces 2 dernières années de programmation, la Commission européenne note de plus en plus négativement les appels qui ne comportent plus de sciences humaines et sociales. Donc au-delà de la simple, mention faite aux sciences humaines et sociales, il est vraiment nécessaire et important, d'intégrer ces sciences humaines et sociales. Donc c'est aussi la raison pour laquelle nous travaillons ensemble, la raison pour laquelle nous avons fait un webinaire en décembre dernier pour expliquer les problématiques de sciences humaines et sociales qu'on peut rencontrer au sein du cluster santé et puis également quels sont peut-être les différents canaux pour identifier des équipes et la manière de mieux les intégrer dans vos appels à projets. Donc, je vous conseille vivement de vous regarder ce webinaire qui n'est pas très long et qui comporte beaucoup d'éléments intéressants. Et puis là, effectivement, je me tiens à disposition, alors évidemment du PCN Cluster Santé, mais également à votre disposition pour répondre, le cas échéant, à toutes vos interrogations concernant la participation des sciences humaines et sociales et le cas échéant, peut-être aussi l'identification de réseaux de chercheurs en sciences humaines et sociales sur les thématiques sur lesquelles vous travaillerez pour répondre à ce topic. Voilà, donc je suis ravi d'être ici. Merci. Donc je vous rappelle, hein, que le webinaire de toute façon est enregistré, donc vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat, et puis on les prendra au fur et à mesure. Et puis après le webinaire, vous recevrez aussi la présentation, qui sera également, publiée sur le site, après ce webinaire. Alors voilà, pour rentrer dans le vif du sujet, donc aujourd'hui on parle du cluster, santé. Donc, là c'était une slide pour vous montrer en fait les grands domaines d'intervention, du cluster santé que je ne vais pas détailler là, mais vraiment l'objectif de cette slide, c'est de vous montrer en fait que, heu,
tous les appels à projets que vous allez retrouver dans le cluster santé, ils ne viennent pas de rien. Ils s'appuient vraiment à la fois sur les domaines d'intervention qui ont été identifiés et également sur les priorités, politiques de l'Union européenne. Et vous verrez, sur les différents appels à projets que, les appels s'appuient vraiment sur un certain nombre de politiques, d'initiatives, qui sont intéressantes à avoir en tête lorsque vous rédigerez vos appels à projets. Alors, un petit rappel aussi sur ce que ça veut dire de participer au cluster santé. Participer au cluster santé, ça veut dire, monter des projets collaboratifs. Donc un projet collaboratif, c'est quoi? C'est un consortium de partenaires, alors en général entre 5 et 20 partenaires, on va dire, hem, pour faire de, la recherche multidisciplinaire et collaborative avec un impact à la fois sociétal, au bénéfice du citoyen, un impact, économique sur les systèmes de santé et puis un impact recherche, évidemment, un impact scientifique. Alors le budget, des projets, il est autour de 3 à 15 millions d'euros et un projet européen, ça dure entre 4 et 5 ans. Alors le type d'actions qui sont, financées dans le cadre, du cluster santé, dans le cadre d'Horizon Europe. Il y a 3 types d'actions, des actions de recherche et d'innovation et les 3 appels à projets que l'on va voir aujourd'hui, ce ne sont que, des actions de recherche et d'innovation. Vous avez aussi des actions, d'innovation qui sont un peu plus aval dans la chaîne de l'innovation et là qui vont concerner plutôt la démonstration et la validation de pilotes, par exemple. Et puis vous pouvez également avoir des actions de support et de coordination. Là, on n'est plus dans la recherche, mais on est vraiment heu, dans des dans des études qui vont permettre d'agréger une communauté autour d'une thématique, par exemple, ou de préparer, des initiatives futures. Alors en termes de règles de participation, hem l'idée, c'est que, pour qu'un consortium soit éligible, il faut qu'il soit constitué d'au moins 3 entités légales indépendantes, qui sont établies, dans un État membre ou dans un État, associé différent et il faut au moins qu'une de ces entités soit dans un État membre. Alors toutes les entités légales de tous les pays peuvent participer, donc toutes les entités légales, c'est-à-dire ça peut être des organismes de recherche, des universités, des PME, des villes, des associations, c'est très très large, des CHU, et de tout pays, donc encore une fois, c'est très large. Par contre, quand, on parle de financement, et on restreint effectivement le champ puisque sont éligibles, au financement uniquement les entités légales qui se trouvent soit dans des États, membres, donc les 27 États de l'Union ou, des États associés. Alors il y a un certain nombre d'autres pays qui peuvent être financés. Donc il y a une liste de pays à revenus faibles ou intermédiaires qui peuvent être financés dans le cadre, d'Horizon Europe et dans le cluster santé a fortiori. Heu, il peut y avoir aussi des pays qui sont spécifiés dans les appels, c'est pas le cas dans les 3 appels qu'on va voir aujourd'hui et par contre, il y a une spécificité particulière pour le cluster santé, qui permet le financement des partenaires, américains. Donc c'est une règle de réciprocité avec le programme NIH. Les Européens ont le droit de participer au programme NIH et les Américains peuvent participer au cluster santé uniquement, hein. C'est vraiment spécifique au cluster santé. Voilà et là, je vous ai remis la structure d'un appel à projet, hem, donc du programme de travail. En fait, dans chaque, hem, dans le programme de travail, vous avez, d'abord la description de la destination, donc la destination, c'est, ce sont on voit vraiment les grands objectifs, à atteindre.
Ensuite, vous avez, donc ce sont, dans les destinations, vous avez les impacts à long terme, la liste des impacts à long terme qu'il faut atteindre de manière générale à travers, l'ensemble des appels à projets. Et ensuite, vous avez les descriptions des topics. Donc dans chaque topic, vous avez, d'abord ce qu'on appelle les expected outcomes. Donc ce sont les résultats attendus, à court moyen terme, en général, ce sont les résultats qui sont attendus, juste après la fin du projet. Et puis ensuite, vous avez le scope du projet, donc c'est-à-dire le périmètre du projet avec la description de ce qui est attendu, hem, en termes d'action, dans le projet que vous devrez mettre en œuvre. Alors il y a 2 nouveautés dont je voulais vous parler parce qu'elles vont concerner des 2 des appels que je vais vous présenter. Il y a donc ça c'est pour le montage de projet et pour l'évaluation. Il y a un pilote qui a été mis en place par la Commission européenne pour, une évaluation qui va se faire à l'aveugle, pour les projets en 2 étapes. Donc ça concernera l'étape 1 des projets en 2 étapes. Donc ça, faut l'avoir en tête. Pour l'instant, on a peu d'informations de la Commission européenne là-dessus. Elle va, en tout cas le PCN juridique et financier, fera un webinaire, très prochainement pour expliciter, un peu plus cette évaluation à l'aveugle. Mais en gros, ça consiste en ne pas, divulguer l'identité des participants qui sont impliqués dans un consortium lors de la première étape. Et puis, la deuxième nouveauté, c'est la déclaration des coûts, en somme forfaitaire. Donc ça va concerner aussi les appels en 2 étapes et là, ça concernera uniquement la deuxième étape. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra, donc mettre en place un budget, avec des sommes, forfaitaires, ce qui fait que ça simplifiera dans un deuxième coup, hem, la gestion, financière, puisqu'il n'y aura plus de déclaration des coûts par les bénéficiaires et il n'y aura plus d'audit non plus. Et ça, vous avez toutes les infos. Le PCN juridique et financier a fait un gros travail d'information, donc je vous ai mis le lien vers les webinaires. Voilà, maintenant on va, regarder les appels à projets donc du cluster santé et de la destination, 1. Hem, alors dans le cluster santé, on a 6 destinations et aujourd'hui, on va se consacrer à, la destination 1 qui est, l'objectif étant de rester en bonne santé dans une société qui change, rapidement. Vous avez également des webinaires sur l'ensemble des destinations, et qui sont d pour la plupart en replay et sinon qui sont encore, enfin qui ont lieu jusqu'à début de la semaine prochaine. Alors, les informations sur la destination, 1. Alors c'est quoi cette destination? En fait, cette destination, le principe c'est, que les citoyens de tous les âges restent en bonne santé, dans une société, qui change beaucoup, grâce à des modes de vie, à des comportements, plus sains. Heu et l'objectif, évidemment, c'est de mettre en place des politiques de santé, heu et trouver et avoir des solutions plus efficaces pour la promotion de la santé et la prévention des maladies. Donc voilà, donc c'est une destination qui est assez large, qui est très axée sur la prévention, hem et dans ce programme de travail 23-24, on a différentes approches, en fait, dans le cadre de cette destination. On a une approche, très intégrée de la prévention, des maladies et la promotion de la santé pour le vieillissement, donc pour les personnes âgées. On a, une approche, sur la santé physique et mentale. Alors là, c'est plus sur le parcours de vie avec un focus vraiment sur les adolescents et les enfants. Et puis on a, une approche aussi, personnalisée de la prévention des maladies. Alors ici, je vais vous, Heu, lister, en fait, l'ensemble des impacts attendus à long terme. Donc ça, ce sont les impacts qui sont attendus là, ce sont, heu, des impacts
auxquels doivent contribuer finalement l'ensemble des projets qui seront financés. Mais quand on dit à long terme, donc ce ne sont pas des impacts qui doivent être atteints, juste après la fin du projet. Mais en tout cas, vous verrez que, enfin en tout cas, il est important, dans votre, projet, lorsque vous rédigerez votre projet, il faudra montrer la manière dont vous pouvez répondre à ces différents impacts. Donc, voyez la manière dont sont décrits les impacts. Vous avez, d'abord en rouge, enfin en vert plutôt, vous avez les résultats qui sont attendus à long terme et puis en rouge, et bien qui pourra bénéficier de ces résultats. Donc le 1er impact, c'est, que les citoyens adoptent, des comportements et un mode de vie plus sain. Ensuite, l'objectif, c'est que les citoyens, prennent en charge, leur santé de manière, individuelle, en fait, leur propre santé. Donc, on appelle ça en anglais l'empowerment. Hem, Ce qui est, identifié également, ce sont les adolescents et donc les citoyens, mais les adolescents en particulier qui doivent également prendre en charge leur santé. La société qui doit, bénéficier en fait d'une réduction des coûts, de santé, donc grâce, évidemment aux résultats des projets qui seront financés. Un point important, c'est la confiance des citoyens dans les interventions qui sont mises en place. Et puis toutes les agences, les politiques de santé, qui seront, améliorées grâce à des interventions, personnalisées. Alors ça, c'était pour la destination. Maintenant, dans le cadre de cette destination, vous avez 3 appels à projets, donc que vous voyez ici. Donc il y a un appel à projet, sur le Silver Deal, donc l'économie du vieillissement, en fait. On a, donc ça, c'est un appel pour 2023, qui est un appel en une étape avec une deadline le 13 avril 2023 et ensuite on a 2 appels en 2024 qui sont des appels en, 2 étapes, donc avec une 1re étape le 19 septembre 2023 et une deuxième étape le 11 avril 2024. Donc on va rentrer dans la description de ces différents appels. Donc le premier appel à projet, donc il s'agit, donc l'objectif de cet appel, c'est vraiment de développer des outils et des modèles de soins intégrés à destination des personnes âgées, pour renforcer les soins primaires, les soins à domicile, via une meilleure détection précoce et une meilleure gestion des maladies. Donc là, il y a vraiment un focus sur les personnes âgées sur cet appel à projet. Vous voyez qu'il y a, un budget de 40 millions d'euros et les projets attendus, ce sont des projets à 15-20 millions d'euros. Donc, on attend des projets qui sont, très larges et donc vous verrez que ce qui est vraiment demandé, c'est, une approche très intégrée. Hem, alors, vous avez une liste d'expected outcomes, auxquels les résultats de votre projet doivent contribuer et donc le projet doit contribuer à l'intégralité en fait de ces expected outcomes. Donc le premier er c'est que les citoyens et les patients bénéficient de services de santé, et de soins de haute, qualité. Le deuxième, c'est que les services, de santé et de soins primaires, soient mieux équipés pour identifier rapidement les personnes susceptibles de développer des maladies, non transmissibles et des multimorbidités. Heu, donc là, vous voyez que du coup, les end users, en fait, comme on les appelle, ce sont les services de santé et les soins primaires ici. Ensuite, le suivant, ce sont que les personnes âgées, y compris celles qui reçoivent des soins de longue durée,
devront jouer un rôle actif dans la gestion de leur propre santé. Donc ça, c'est quelque chose qui revient souvent, hein, la prise en charge par le patient de sa santé. Ensuite, l'idée, c'est que les citoyens, heu et toutes les parties, prenantes concernées, donc les autorités publiques, les villes et les environnements ruraux, par exemple, seront engagés pour garantir l'introduction et l'intégration de parcours de soins innovants, heu et des solutions, numériques adaptées aux patients. Donc là, il y a vraiment une notion hem, de en tout cas d'intégration et oui, d'intégration d'un un maximum de partenaires justement pour que, les résultats des projets puissent être, mis en œuvre rapidement. Et enfin, voilà, c'est tout. Donc là, on est sur l'ensemble des expected outcomes auxquels le projet doit contribuer. Voilà, et ensuite on en vient au scope de, de l'appel à projet. Hem Alors, il y a 3 grands aspects, en fait, auxquels, le projet doit répondre. Il y a un aspect qui est important. Donc vous voyez, donc ici, on vous a décrit le domaine et le stade de développement. Donc l'idée, c'est vraiment, de développer des soins intégrés. La notion de, silver deal, donc c'est vrai, il faut vraiment que ce soit ciblé sur les personnes âgées. Heu, les domaines qui sont abordés sont aussi les technologies pour la santé et le numérique. Et le stade de développement, c'est vraiment l'important, c'est qu'il y ait eu une intégration forte parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de projets qui ont été financés sur le Silver Deal, mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est arriver à intégrer l'ensemble de ces projets et on peut aller jusqu'au déploiement de pilotes à grande échelle. Alors voilà les 3 grands aspects du scope. Donc, premier objectif, c'est de consolider, des services et des solutions de santé et de soins de longue durée qui sont axés sur la personne, à la fois dans les soins primaires, à l'hôpital et à domicile. Donc tout ça, il faut vraiment que ce soit fait autour du besoin des personnes âgées en matière de santé physique, santé mentale, de soins et de bien-être. Donc ici, vous avez un exemple de solutions, en fait, qui doivent être intégrées dans ces solutions de services intégrés. Donc, on peut avoir des serious games, des objets connectés, des capteurs, des robots sociaux et cetera. Vous voyez, c'est assez large. Mais encore une fois, l'idée, c'est pas de développer une de ces solutions, mais de les intégrer. Ensuite, le deuxième aspect, c'est de développer de nouvelles approches, hem et des parcours de soins coordonnés, pour adopter des solutions efficaces et centrées sur la personne, toujours en matière de santé et de soins de longue durée. Donc encore une fois, les solutions doivent s'appuyer sur le besoin des personnes âgées, donc à la fois les personnes âgées en bonne santé et vulnérables. Donc il sera vraiment important d'intégrer le plus tôt possible, en fait, des représentants de personnes âgées justement pour bien identifier le besoin. Et le troisième aspect de ce scope, c'est de soutenir, l'adoption et l'innovation commerciale, de ces nouvelles solutions de santé et de soins qui devront être co-créées et conçues, pour les problèmes de santé liés au vieillissement. Donc on est à la fois dans la conception de solutions de santé et de soins, mais il faut vraiment que, ces solutions arrivent, enfin, soient utilisées, en tout cas, de manière efficace. Hem, donc voilà, donc la commission, demande à ce qu'il y ait des essais et déploiement de pilotes à grande échelle qui soient mis en place, qu'il y ait une démonstration du rapport, coût-efficacité. L'implication des parties prenantes est également très importante, hem, sur différents aspects. Déjà pour identifier les besoins, mais aussi, pour que ces initiatives et ces solutions de santé puissent être
mise en œuvre. Donc, il est important qu'il y ait des collaborations avec des initiatives politiques, donc soit au niveau européen, soit au niveau national, régional, international. Donc là, vous avez quelques exemples de programmes, européens, heu, enfin, donc ce sont des programmes vers lesquels, vous pouvez vous rapprocher de ces programmes-là justement, dans le cadre de votre projet. Donc il y a un programme qui s'appelle AAL, ce qui signifie Assisted Ambient Living. Donc c'est un programme qui finance justement beaucoup de technologies, de santé pour, le maintien des personnes à domicile, mais vous avez un certain nombre d'autres programmes. Je regarde par exemple au niveau international, vous avez un programme sur la coopération entre l'UE et le Japon par exemple. Donc après tout dépend de l'objectif de votre de projet et le focus de votre projet. L'échange de bonnes pratiques est également très important. Et puis la collaboration, avec des projets pilotes à grande échelle financés par la Commission européenne peut aussi être un point, important. Alors il y a d'autres aspects, qui sont à prendre en considération pour cet appel à projets. La participation des PME, est très encouragée, notamment pour tous les aspects, technologie de santé et technologie numérique. Il est important que les solutions, qui sont développées se basent sur les besoins des utilisateurs finaux. Donc encore une fois, l'importance de la co-création, du co-design, pour bien identifier les besoins. La partie formation pour les citoyens, les patients et les soignants est également très importante. Je le dis, mais je le répète, j'ai déjà dit, mais je le répète, c'est vraiment important. Les propositions doivent être très intégrées, et puis elles doivent être ambitieuses, aller, vraiment au-delà de la mise en réseau et au-delà de ce qui existe aujourd'hui. Puisqu'encore une fois, il y a beaucoup de projets qui ont été, financés sur ces thématiques, d'accompagnement des personnes âgées, sur leur santé. Donc là, on est vraiment sur, il faut vraiment que ce soit un projet, intégré. La participation des décideurs politiques aussi est importante, tant au niveau national que régional, mais aussi les organisations de la société, civile. Encore une fois, l'objectif, c'est que ces, solutions puissent être mises en œuvre et donc pour cela, il est important de contacter, les entités qui mettront en œuvre ces solutions. Hem Et puis la participation des SHS, mais là je vais donner la parole à Julien. Juste un dernier point sur l'appel, il est important aussi, que les projets qui sont sélectionnés participent à des activités conjointes. Donc c'est beaucoup demandé, dans les appels à projets là 2023-2024. C'est-à-dire que une fois financés, les projets, devront collaborer alors avec, les autres projets qui seront financés sur cette ligne ou avec d'autres projets sur les mêmes thématiques. Donc à ce stade-là, ce qui est demandé, ce n'est pas le détail en fait de la manière dont vous pourrez collaborer, sachant que l'idée, c'est de pouvoir faire des activités de diffusion en commun, participer à des ateliers, pour des échanges de connaissances, des échanges de bonnes pratiques et cetera. Mais ce qui est vraiment important, c'est que vous prévoyez, dès, donc dès la mise l'écriture de votre projet, un budget pour couvrir ces activités. Et ensuite, ces activités seront déterminées de manière plus précise, lors de la phase de contractualisation avec la Commission européenne. Voilà, je laisse la parole à Julien pour la partie SHS qui est effectivement, importante et mise en avant par la Commission dans cet appel à projet. Ouais, merci Virginie. Effectivement, un petit rappel, de 2-3 conseils avant de rentrer plus avant dans l'appel à projet. Comme je le disais tout à l'heure dans l'introduction, heu, il est écrit que la participation des SHS est indispensable et le fait de ne pas le faire, pourrait sérieusement poser problème à l'évaluation de votre consortium. Donc il est vraiment nécessaire d'intégrer ici les comités de recherche en sciences humaines et sociales.
L'idée aussi pour cet appel à projet, qui est assez tourné, de mon point de vue, en tout cas du côté des SHS, c'est toujours d'intégrer les communautés SHS assez tôt, dans la définition du projet. C'est-à-dire que vous pouvez déjà avoir un projet qui est bien avancé avec, des communautés bien identifiées, des solutions ou en tout cas une volonté d'appliquer, de mettre en place des solutions qui sont bien réfléchies et peut-être vous auriez vous pourriez vous dire qu'il est préférable d'intégrer les comités SHS plutôt à la fin pour régler tel ou tel aspect du problème. C'est plutôt à l'inverse que je vous conseille de fonctionner. Identifier assez rapidement quelles sont la partie SHS qui vous concerne. Les sciences humaines et sociales pourront aussi vous aider peut-être à mieux définir tout un ensemble de concepts scientifiques qui sont en fait des a priori de cet appel. Enfin, ici, on parle clairement de Silver Deal, on parle clairement de deux choses. D'abord, d'une évolution démographique. Donc, évidemment, les sciences de la démographie et de la population seront parmi les premières à pouvoir être intéressées à participer à ces appels à projets. Et puis, en parlant de Silver Deal, on parle aussi de toutes les sciences économiques et de comment est-ce qu'on met en place, comment est-ce qu'on bénéficie aussi de cette évolution démographique des populations vieillissantes. Donc, intégrer les communautés SHS relativement tôt pour pouvoir avoir une définition et presque une feuille de route, une ligne directrice scientifique qui soit la même et sur laquelle tout le monde est d'accord. Ça, ce serait mon premier conseil. Et puis, faire en sorte qu'il y ait une vraie cohésion, une vraie participation, un vrai dialogue entre vos différentes communautés SHS et scientifiques, parce qu'on peut s'apercevoir dans la pratique de précédents consortiums en santé ou dans d'autres clusters, qu'il y a une coexistence en fait dans les work packages, une distribution dans le work package des sciences humaines et sociales sur une partie et des autres sciences sur une autre partie. Et il est plutôt préférable de faire en sorte de trouver peut-être même un médiateur ou un work package ou en tout cas une task pour pouvoir établir un dialogue entre toutes ces sciences, parce qu'il est nécessaire de pouvoir avancer avec les sciences humaines et sociales. Alors sur cet appel, pour du Silver Deal, comme je vous disais, effectivement, la participation des SHS sont importantes et pour moi, c'est assez évident parce que, bon, déjà, on parle de toute une évolution démographique, c'est un état de fait, mais c'est aussi une évolution démographique qui a été étudiée par les sciences démographiques, donc c'est plutôt des personnes auxquelles il faudrait faire appel, plus de l'économie, ça c'est assez évident. Ce qu'il faut se dire, c'est aussi que les sciences humaines et sociales, en général, servent à comprendre quel est le problème social, culturel, économique, même géographique, dans lequel prend racine ce problème ou la question qui est posée par la Commission européenne, et que le fait de proposer des solutions, pour innovantes ou technologiques soient-elles, elles prennent toujours lieu et place à un moment, à un endroit, c'est-à-dire dans un contexte social, économique, culturel aussi, qui est important, géographique, à prendre en compte. Donc ces aspects-là, en général, concernant alors les patients âgés et autres, sont à prendre en compte alors par l'étude. Alors évidemment, on pense, la première discipline à laquelle on pense, c'est évidemment la sociologie, parce que la sociologie est la première à pouvoir essayer d'établir une sorte de critères de relations culturelles ou économiques dans lesquelles se situe une certaine population. Pour la mise en œuvre, Virginie a beaucoup parlé de la mise en œuvre et de la prise en compte et presque de l'autonomie ou de l'empowerment, en tout cas de certaines populations quant à leur santé. Évidemment, tout ce qui est du côté des sciences comportementales est à prendre en compte. Ce sont véritablement ceux qui pourront vous aider à comprendre quels sont les mécanismes qui régissent certaines populations, en lien évidemment avec la sociologie, et qui pourront aussi vous proposer des études ou des possibilités de mise en place concrète et réelle de ces solutions technologiques dans, je le répète, dans ce contexte social, culturel, économique à prendre en compte. Évidemment, étant donné qu'il s'agit d'un système de gestion de la santé à mettre à plus grande échelle, il y a toujours des questions de sciences politiques qui se posent en termes de gestion des organisations de santé, qu'elles soient publiques ou privées. Donc, les politologues seront aussi des personnes, des communautés intéressantes à étudier. Et puis on parlait aussi d'un contexte culturel. Alors hormis la sociologie, je vois aussi une forte implication des questions de droit, des questions juridiques. Donc la communauté de sciences juridiques a appelé.
à participer et également avec un côté éthique. Alors l'éthique se distribue de manière assez, équitable dans la recherche en sciences humaines et sociales, soit du côté des sciences juridiques, soit également, et pourquoi pas, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant en tout cas dans l'approche d'un tel sujet, sur des questions plus philosophiques. Savoir justement quelle est la place que l'on donne, aux personnes âgées, comment est-ce qu'on arrive à mieux les intégrer et puis à leur rendre aussi du pouvoir dans nos sociétés. Donc voilà, donc pour résumer un peu, démographie, sociologie, sciences comportementales et sciences politiques en 1er lieu et puis, évidemment quelques questions du côté du droit, de la philosophie et puis à prendre en compte aussi, pourquoi pas, un certain aspect psychologique parce que c'est aussi une certaine population avec un aspect psychologique assez particulier à prendre en compte. Donc, voilà la lecture que j'ai de cet appel du côté des SHS. Ton micro est coupé, Virginie. Merci beaucoup. Donc on va poursuivre, avec où j'ai repris en fait, j'ai repris à la lecture de l'appel à projet, quelques partenaires, voilà, qu'il ne faut pas oublier d'inclure dans votre projet, hormis les SHS dont on vient de parler juste avant. Donc il y a évidemment les acteurs de la recherche en santé, technologie, en économie, les fournisseurs de technologies innovantes qui peuvent être soit des PME ou des organismes de recherche, les patients, les citoyens, donc encore une fois, l'importance d'intégrer, bah, les patients et les citoyens au début du projet, hein, parce qu'on parle beaucoup de co-construction, mais pour qu'il y ait de la co-construction, il faut qu'ils soient là, dès le départ. Et puis bien sûr les villes, les environnements ruraux, les autorités publiques, les services de soins et de santé, puisque c'est par eux en fait que vont, se faire en fait la le le déploiement de ces solutions. Voilà, je voulais, vous donner quelques éléments de contexte politique. On en a parlé tout à l'heure, dans la destination. Là, dans cet appel à projet, il y a un certain nombre heu, d'éléments, qui sont importants d'avoir en tête. Donc, sont cités en tout cas dans l'appel à projet, l'initiative, Healthier Together pour, les maladies non transmissibles. Donc c'est une initiative qui a été lancée en 2021 par la Commission européenne pour soutenir, enfin pour aider les pays à identifier et mettre en œuvre des politiques, pour réduire l'impact des maladies, non transmissibles. Donc c'est vraiment important, c'est une communication phare, de la Commission européenne, hem et donc c'est une initiative qui va durer de 2021-2027, donc c'est important de l'avoir en tête. Il y a aussi le Green Paper on Aging. Donc ça, c'est la commission qui a publié ce document. C'est un livre vert qui a pour but de lancer un débat politique sur le vieillissement, et donc ça a pour but d'aider les États membres à élaborer leurs propres réponses politiques, via des mesures, hem pour le vieillissement, voilà. Et donc là, vous avez une image, du cycle de vie qui est développé dans ce green paper. Ensuite, il y a une stratégie qui s'appelle, EU Long Term Care Report. Donc ça, c'est un rapport, sur les soins de longue durée, qui a été élaboré par la Commission européenne et par le Comité de la protection sociale. Hem et qui dresse un état des lieux, en fait, sur l'offre de soins de longue durée, donc cité également dans l'appel. On a aussi, la stratégie sur les soins, au niveau européen, heu, qui a été mise en place, hem, bah, en 2021. Et où la commission présente, une vision de l'offre de soins, de longue durée en Europe
et elle décrit également tous les actions toutes les actions de soutien, qu'elle met en place, justement pour aider les pays, à améliorer en fait leurs soins. Et donc il y a un partenariat justement qui s'appelle, «Transformer les systèmes de santé et de soins», qui est actuellement financé par la Commission européenne dans le cadre du cluster santé. Et puis enfin, vous avez une étude aussi sur la silver economy, qui est intéressante à lire et qui est également, indiquée dans cet appel à projet. Voilà, donc ça, ce sont des éléments, qui sont importants parce qu'en fait, vraiment, les appels s'appuient sur ces différentes, politiques, sur ces différents, documents stratégiques. Donc c'est important de l'avoir en tête pour, faire une réponse, hem, vraiment appropriée à l'appel à projet. Voilà, et ici je vous ai, listé un certain nombre d'appels à projets qui ont, déjà, financé, des projets, qui sont sur la même thématique, à la fois dans Horizon 2020 et puis dans Horizon Europe. Alors il y en a beaucoup parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses en fait qui ont été, financées sur les interventions de santé et sur la silver economy. Hem mais bon, en tout cas, je vous conseille de regarder, alors évidemment, hein, en fonction de l'orientation que prend votre projet, de regarder ces appels à projets et les projets qui ont été financés pour, pouvoir faire un état des lieux, un état de l'art, complet. C'est toujours important, en fait, la commission, quand vous écrivez un projet, pouvoir dire: «Ben voilà, on sait qu'il y a telle et telle chose qui ont été financées, donc c'est pour ça que nous, on propose, cette solution-là». Et notamment, donc, dans Horizon Europe, il y a un appel à projet, sur le digital empowerment justement des citoyens, donc ça, c'est important à avoir en tête. Et puis il y a un programme, dont je vous parlais tout à l'heure qui s'appelle AAL, Ambient Assisted Living, qui finance depuis, maintenant plusieurs années des projets, justement, des solutions technologiques en fait pour aider, les personnes âgées, à rester à domicile, notamment. Et donc il y a plus de 300 projets qui ont été financés. Donc vous voyez, en fait, il y a beaucoup de choses qui existent. La commission aujourd'hui, elle a besoin que ce soit intégré, voilà, que ce soit intégré dans un projet large. Voilà, donc là j'en ai fini pour ce premier appel. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'en ai pas vu dans le chat, mais sinon, voilà, vous pouvez nous contacter de toute façon dans un deuxième temps si des questions, vous viennent. Donc on va passer au deuxième appel à projet. Donc là, c'est un appel à projet qui va être centré sur les enfants et les adolescents. Alors l'objectif du projet, c'est de développer, des solutions, holistiques qui vont favoriser, heu, un style de vie sain chez les enfants et les adolescents et qui auront un impact à long terme. Parce qu'évidemment, si, on s'occupe de prévenir, les maladies non transmissibles et justement de faire en sorte que les enfants et les adolescents, heu heu, aient un mode de vie, un mode de vie sain, évidemment, ça aura un impact, à long terme. Et l'idée, c'est d'utiliser pour cela, les technologies numériques. Alors il y a d alors, donc c'est un appel en 2 étapes. Donc le budget total est de 30 millions d'euros et au total, la commission, voudrait financer 3 projets entre 8 et 10 millions d'euros. Donc vous voyez, c'est encore des projets qui sont assez larges. Alors il y a, différents, résultats attendus à moyen terme et il faut que votre projet contribue à l'ensemble de ces résultats attendus. C'est-à-dire qu'il faudra que vous expliquiez dans votre projet comment, les résultats de votre projet pourront contribuer à l'ensemble de ces impacts attendus. Alors le premier impact attendu, c'est que les enfants, les adolescents
et leurs parents, soient éduqués et responsabilisés hem, dans les stratégies de prévention qui impliquent des approches et des solutions personnalisées. Ensuite, l'idée, c'est que les enfants et les adolescents surveillent, leurs risques pour la santé, adoptent des modes de vie, sains à la maison, à l'école, et cetera, et puissent interagir, avec les médecins, avec les soignants. Hem, donc l'idée, c'est de mettre en place, un système justement qui pourra, faciliter, ces échanges, tout ça avec des solutions, numériques. Et puis ensuite le dernier expected outcome, hem, c'est que les enfants, les adolescents et les parents, puissent accéder et utiliser, ces solutions, et que ces solutions soient disponibles à la fois pour la santé, les soins, le bien-être, des enfants et des adolescents. Voilà, donc ça, ce sont les 3 expected outcomes. Et ensuite, vous avez, le scope de de cet appel à projet. Alors, il y a 3 grands axes dans cet appel à projet et il faut que les propositions, répondent à ces 5 grands axes. Alors d'abord, ce qui est important, à avoir en tête, c'est que, quand on parle d'enfants et adolescents, on parle d'enfants et adolescents jusqu'à 25 ans. Donc ça, c'est important et le stade de développement du projet, la commission attend des développements de solutions, d'intervention qui sont basées sur le numérique pour la prévention, qui peuvent aller jusqu'à, la mise en œuvre de pilotes à grande échelle. Alors, donc, le premier aspect, auquel enfin que votre projet doit avoir, c'est, donc vous devrez développer, et progresser sur des solutions d'intervention pour la prévention des maladies, donc encore une fois centrées sur la personne, pour soutenir la santé et les soins des enfants et des adolescents. Hem Ce qui est important, c'est que l'efficacité de ces solutions d'intervention devra être, évaluée, donc évaluée, en termes de résultats pour la santé, en termes de coût-efficacité et puis, évidemment, il faudra identifier les obstacles, heu, de qui se qui peuvent bloquer justement ces interventions et donc la cible, encore une fois, ce sont les enfants et les adolescents jusqu'à 25 ans, et qui devront être issus de milieux sociaux, économiques différents. Donc ça, c'est important aussi à avoir en tête. Le deuxième aspect, c'est développer et intégrer des outils et des technologies innovantes. Alors la commission donne un certain nombre d'exemples, des traceurs d'activité, des capteurs, de la robotique et cetera, dans des modèles de soins coordonnés et intégrés. Et donc l'objectif c'est d'aider les enfants et les adolescents à avoir des modes de vie, sains. Et il faut aussi que les enfants puissent, naviguer, dans ces systèmes de santé, pour gérer au mieux leur santé. Donc il y a encore 3 aspects qui devront, apparaître dans votre projet. Donc ce qui est important, c'est de stimuler l'adoption d'approches et de solutions centrées sur la personne pour améliorer, la santé, en associant les différentes, parties prenantes. Donc là, encore une fois, on est dans une logique de co-création, de co-conception. Hem Donc encore une fois, important d'intégrer les utilisateurs finaux dès le début de votre projet. Il y a un aspect qui est également très important, hem, c c'est voilà, on sait que le numérique, la numérisation présente des risques.
Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument, prendre en compte dans votre projet. Donc l'objectif, c'est de développer, de diffuser des conseils et des outils pour les enfants, les adolescents, pour promouvoir un équilibre entre un mode de vie sédentaire numérisé et un mode de vie plus actif, non numérisé. Parce qu'effectivement, là, on est sur des projets où le numérique est très présent, mais il ne faut pas oublier que le numérique peut être aussi un risque et donc ça, c'est quelque chose qui doit apparaître dans votre projet. Et enfin, le dernier point, c'est de développer et de mettre en œuvre, des pilotes, à grande échelle et promouvoir des outils, et des interventions, pour améliorer le bien-être physique, et mental. Donc hem, là, on est vraiment dans, la mise en œuvre des solutions que vous aurez développées. Alors, vous ne devez pas forcément répondre à ces, 5 aspects. Je crois que je vous ai dit le contraire avant, mais bon, en tout cas, non, alors vous ne devez pas répondre forcément à ces 5 aspects. Vous devez répondre à plusieurs de ces aspects. Donc c'est à vous de choisir, en fonction du projet que vous voulez mettre en œuvre. Hem, voilà, mais ça n'est pas nécessaire enfin voilà, c'est les 5 qui sont donnés. Donc plusieurs, c'est à partir de 2, hein, voilà. Alors il y a d'autres aspects qui sont importants dans cet appel à projet. Il y a la participation des PME qui est fortement, encouragée, à la fois pour les parties, technologie pour la santé, puis la partie numérique qui est extrêmement importante en fait dans cet appel à projet. Il y a les aspects genre, socio-économiques, démographiques et géographiques qui doivent être pris en compte. Les aspects SHS, on en reparlera, dont font partie d'ailleurs tout ce qui est socio-économique et cetera, mais on va en reparler avec Julien. Heu, l'implication, des secteurs non liés à la santé est très encouragée dans l'appel et c'est vraiment mentionné, hein, donc les aspects d'alimentation, de nutrition, de sécurité, d'éducation, de sport, la finance et l'industrie. Voilà, ça c'est des aspects qui sont importants. Hem, encore une fois, les propositions doivent être intégrées. Il y a déjà un certain nombre de projets qui ont été financés sur cette thématique. Donc l'idée, ça n'est pas de faire un réseau, mais vraiment d'intégrer ces solutions heu, pour arriver à des, à des parcours qui soient, efficaces en fait pour les enfants et les adolescents. Et encore une fois, ces projets, sont encouragés à participer à des activités conjointes une fois qu'ils seront financés. Donc important toujours de prévoir un budget, lors de la construction de votre, projet. Et important à noter, pour ces appels à projets, il y aura une évaluation à l'aveugle en première étape. Donc du coup, votre, projet devra être écrit sans faire mention, dans la partie scientifique, des partenaires qui sont impliqués dans votre projet. Et dans la deuxième étape, vous devrez faire une déclaration des coûts en somme forfaitaire. Voilà. Julien, je te laisse la parole pour la partie SHS qui est Merci également Virginie. très présente. Ouais, tout à fait. Mais c'est pour cet appel comme pour l'appel précédent, on pourrait aussi tout à fait imaginer une équipe, SHS en coordination pour ces appels. Ça me semblerait pas complètement délirant. Écoute, je te remercie. Tu as déjà cité pas mal des différents points SHS, hein, qui étaient nécessaires. L'appel le mentionne de manière assez explicite de toute manière concernant effectivement les différentes dimensions de genre. Il est nécessaire, par exemple, dans le premier point, de faire appel ou de prendre en compte différents de personnes provenant de différents milieux socio-économiques. Donc, évidemment, les sciences économiques, la sociologie seront les plus impliquées sur ces dimensions. Prendre en compte la démographie, prendre en compte la géographie, l'espace, les lieux dans lesquels donc sont étudiées ces populations. Donc les différentes disciplines ont été nommées. Donc je n'aurais pas grand-chose à dire de plus, dessus. Je rajouterais
peut-être, toujours l'intérêt de faire appel aux sciences comportementales, qui ne sont pas citées, mais qui sont en creux dans cet appel, parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir autonomiser ou changer de comportement. Il existe par exemple alors comme un GIEC pour les sciences du climat, il existe un GIEC pour les sciences du comportement. C'est une communauté de chercheurs parmi d'autres. Et c'est assez intéressant de voir justement quelles sont aussi les réflexions qu'ils ont et comment est-ce qu'ils ont pu mettre en œuvre des expérimentations ou des études sur comment faire en sorte que les personnes puissent changer de comportement en fonction de tel ou tel paramètre ou en fonction de tel ou tel besoin ou défi que les sociétés rencontrent. Donc, il me semble que ça peut être un énorme avantage de prendre en compte, de faire intervenir ces scientifiques des sciences comportementales et également toute la partie psychologique parce qu'il y a aussi parfois comment dire, des obstacles psychologiques à la mise en œuvre de comportements qui seraient favorables ou bénéfiques à nos santé en fonction de notre culture, en fonction de notre insertion économique ou sociale. Et la psychologie peut aussi évidemment en tout cas adresser certains de ces sujets. Donc voilà ce que je peux en dire du côté des sciences humaines et sociales. Ton micro, pardon. Merci beaucoup Julien. Là, je vous ai remis, voilà, quelques partenaires qu'il ne faut pas oublier d'inclure, mais qui ont déjà été cités, par Julien et puis, qui sont également cités par l'appel à projets. Donc il y a les PME, les autorités européennes, nationales et régionales, donc encore une fois les SHS, les acteurs du domaine de la santé et puis, toutes les parties prenantes, des secteurs, hors santé. Ils sont vraiment importants de prendre en considération dans cet appel. Donc au niveau du contexte, politique, il y a plusieurs, initiatives qui sont citées. Donc, il y a toujours l'initiative, Healthy Lifestyle for ah non, celle-là on l'a pas citée, donc Healthy Lifestyle for All. Donc ça, c'est une initiative, hem, qui, alors qui va durer pendant 2 ans et en fait, c'est une initiative qui a pour, but d'associer le sport et les modes de vie actifs aux politiques de santé. Donc c'est une initiative qui est importante en fait pour cet appel, justement pour, équilibrer en fait, la vie, numérique des adolescents et sédentaire et la vie active. Donc voilà, ça il faut vraiment s'appuyer sur cette initiative. Ensuite, il y a, toujours l'initiative, Healthier Together, mais celle-là, on l'a déjà vue tout à l'heure. Et puis il y a également une communication de la Commission, européenne sur la transformation numérique de la santé, et des soins. Voilà, dans laquelle il y a 3 grandes priorités, donc c'est l'accès sécurisé des citoyens à leurs données de santé, la médecine personnalisée et, très important, l'autonomisation des citoyens grâce, aux outils numériques. Donc ça, c'est vraiment, c'est des choses qui reviennent, dans l'ensemble des appels à projets que je vous présente aujourd'hui. Voilà et ici, je vous ai listé quelques appels à projets, dans lesquels, qui se trouvent qui sont sur la thématique, d'horizon, de la thématique de cet appel à projets, donc qui ont été financés dans le cadre d'Horizon 2020 et dans le cadre d'Horizon Europe. Donc vous voyez, il y a des appels, alors il y a un appel, voilà, sur la prévention et le management de la santé mentale et là, il y avait un aspect, sur les adolescents, donc à regarder de près, et puis dans Horizon Europe aussi, vous avez déjà, quelques projets qui ont été, financés sur cette thématique. Voilà, donc ensuite on va passer au troisième appel à projet. Donc le troisième appel à projet, c'est un
un appel à projet, sur la prévention personnalisée. Hem, alors en fait, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites, sur les approches, personnalisées de traitement, notamment pour le cancer et qui sont aujourd'hui efficaces. Mais par contre, hem, quand on parle de stratification, c'est quelque chose qui enfin stratification des patients, hein, dans des groupes particuliers justement pour avoir des approches personnalisées. Ce sont des approches qui sont très peu répandues en fait pour la prévention et donc cet appel à projet a pour but de développer des, stratégies personnalisées de prévention contre les maladies non transmissibles avec l'utilisation d'approches, informatiques, des algorithmes, machine learning, l'intelligence, artificielle, parce que l'idée, c'est d'utiliser, des sources de données très larges. Donc alors, c'est un appel à projet en 2 étapes, avec un budget qui sera de 50 millions d'euros et la Commission européenne attend des projets autour de 8 à 12 millions d'euros. Alors ce que je ne vous ai pas dit, au début, c'est que, là, on a une fourchette, de budget attendu par projet. Maintenant, vous pouvez tout à fait, proposer un projet avec un budget moins important ou avec un budget plus important. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire dans votre, projet. Il faut vraiment que le budget, proposé soit, en relation avec ce que vous voulez proposer. Mais c'est pas parce que vous avez une fourchette que vous êtes obligé de rentrer dans cette fourchette. Ça, c'est vraiment important. Alors, il y a différents, impacts à moyen terme qui sont attendus pour cet appel à projet et il faudra que votre projet puisse montrer, comment il pourra contribuer à certains de ces impacts. Vous n'êtes pas obligé, de montrer que vous allez contribuer à l'ensemble de ces impacts, mais en tout cas à plusieurs de ces impacts. Alors le premier impact attendu, c'est par rapport aux citoyens. Donc les citoyens devront avoir accès et devront pouvoir utiliser des programmes de prévention et des conseils de santé personnalisés et efficaces. Heu, Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, concerne les professionnels de santé qui pourront utiliser des outils efficaces, et testés, qui auront été, prouvés pour faciliter leur travail quand ils conseillent les patients et les personnes, en bonne santé. Et donc là, ce sera tout le travail de stratification, des patients qui permettra, justement de faire cette prévention, personnalisée. Ensuite, le 3e, impact, va concerner les programmes nationaux et régionaux, qui pourront, mieux utiliser, les financements qui seront à leur disposition, les infrastructures de données et le personnel dans la promotion de la santé et de la prévention, des maladies. Donc c'est comment optimiser, heu, finalement, heu, à la fois, les ressources humaines et puis les financements sur l'ensemble des programmes qui pourront être développés. Et enfin, le dernier point, concerne les entreprises, qui pourront, créer des opportunités pour le développement de nouveaux produits et de services pour répondre aux besoins, des services de santé, qui seront proposés. Donc l'implication des entreprises, sera également, importante dans cet appel à projet. Alors le scope, concernant le scope de l'appel à projet. Heu, donc tout d'abord, je voulais vous rappeler, enfin, c'est ce que rappelle l'appel, hein, ce que c'est que la prévention personnalisée. Donc, en fait, c'est la prévention personnalisée, elle consiste à évaluer les risques pour la santé des individus en fonction de caractéristiques spécifiques. Donc c'est comme ça qu'on stratifie les patients, en fait, hein, en fonction de leurs caractéristiques. Donc les caractéristiques, ça peut être
de l'épigénétique, de la génétique, de la biologie, l'environnement, le mode de vie, le comportement, enfin c'est très large et grâce à ces caractéristiques, on pourra recommander une prévention adaptée. Donc la prévention, ça peut être, une prévention médicamenteuse, ça peut être, de proposer des programmes diététiques, des diagnostics, des conseils sur le mode de vie et cetera. Hem et donc, qui dit prévention personnalisée dit, utilisation d'un ensemble d'un d'un grand nombre de données, heu, qui viennent de sources très différentes et donc de fait, on aura besoin d'utilisation de modèles informatiques, d'algorithmes, d'intelligence artificielle et cetera. Alors les propositions, hem, qui seront faites dans le cadre de cet appel devront concerner 4 aspects différents et il faudra forcément répondre à ces 4 aspects. Donc le premier aspect aura pour objectif de comprendre les besoins non satisfaits en matière de prévention des maladies non transmissibles. Qu'est-ce qu'on n'arrive pas à prévenir, en fait? C'est ça la question. Et donc pour ça, il faudra, faire un focus, regarder plus particulièrement, par exemple, les mécanismes des maladies, ou la gestion de ces maladies. Et puis, donc il sera important également de proposer de nouvelles approches de prévention, personnalisée, donc qui seront soutenues par, des technologies, numériques. Ça, c'est le premier aspect. Oui, donc en fait, il y en a encore 4 là, mais donc ils sont mal numérotés, hein. Il y avait le 1er avant et alors attendez, il y a un problème de nombre, mais ça doit être 5 en fait, il doit y avoir 5 aspects. Donc le deuxième e ah bah non, alors attendez, oui, désolée, il y en a un qui est en double, c'est pour ça. Donc le deuxième aspect, c'est de concevoir, des options de politique et d'intervention ambitieuses, qui soient nouvelles ou améliorées. Y compris des stratégies de communication ciblées, pour atteindre les groupes à risque. Le troisième aspect, c'est de concevoir une approche intégrée et holistique, donc globale, qui inclut plusieurs aspects: la prédisposition génétique, la métagénomique, l'épigénomique, le microbiome. Enfin, je ne vais pas vous citer tous les aspects, mais en fait, il faut vraiment Hem, voilà, prendre en compte, alors pas forcément tous ces aspects, mais en tout cas plusieurs de ces aspects-là. Donc ça passe également par l'utilisation de larges cohortes, hein, c'est logique pour ces problématiques de prévention et ça va jusque, à la nutrition et au régime alimentaire. Et enfin, le dernier aspect, c'est étudier les aspects éthiques, juridiques et sociaux, on en parlait tout à l'heure, Julien, et puis l'économie de la santé, et des outils et programmes de prévention personnalisés en cours d'élaboration. Voilà, donc ça c'est vraiment un point important et voilà et donc votre projet devra répondre à l'ensemble de ces 4 aspects. Alors, c'est un projet qui est un peu complexe. Au début, il va y avoir, une vingtaine, d'éléments de scope. Donc la commission les a séparés en 2. Il y a 4 éléments de scope auxquels vous devez répondre obligatoirement et ensuite, il y a une dizaine d'éléments de scope, auxquels vous, pouvez répondre, mais vous n'êtes pas obligé de répondre à tous. Donc là, je vais vous les citer. Heu, donc le 1er, c'est élaborer et valider des stratégies efficaces pour prévenir les maladies non transmissibles. Ensuite, fournir des preuves scientifiques sur les interactions entre la prédisposition génétique aux maladies, et les facteurs environnementaux, donc faire le lien entre les 2. Développer de nouveaux outils informatiques, pour,
combiner et analyser, les données de différentes sources, parce qu'on a vu qu'il y avait des données qui pouvaient venir de sources très, très différentes. Donc il faut arriver à développer des outils informatiques pour gérer ces différentes données. Et puis des modèles informatiques de prédiction des risques. Et donc là, vous avez, tous les aspects, de, informatiques, en tout cas numériques, qui peuvent, être pris en compte, donc enfin qui peuvent être développés, les jumeaux virtuels, l'intelligence artificielle et cetera. Un autre aspect est le développement des outils et des techniques pour accroître l'efficacité et le rapport coût-efficacité de ces interventions. Concevoir des outils pour collecter, des données qui viennent, de différentes sources, donc ça c'est important. Et les 3 derniers points, c'est la déterminer comment optimiser les avantages de l'activité physique. Donc, vous voyez, en fait, c'est très varié, hein, les éléments du scope, complémentaires, que vous devez choisir. Donc ça va vraiment ça veut dire que les projets peuvent être très très divers et vous avez la possibilité de proposer des projets très différents. L'exploration des données du monde réel et l'élaboration d'indicateurs qui soient quantifiables et différenciables à partir, de données qui sont issues d'appareils, portables. Donc ça peut être des montres, enfin ou des vêtements intelligents qui vont capter ces données. Et démonstration avec un prototype sur un défi sanitaire donné, de la collecte, donc ça doit aller de la collecte des données jusqu'à l'identification d'une stratégie de prévention efficace. Donc vous voyez, encore une fois, c'est très large. Alors ce qui est important en fait dans cet, appel à projet, c'est qu'il y a pas de focus en fait sur une maladie non transmissible. C'est aussi très, très ouvert. Voilà, il y a d'autres aspects qui sont importants dans ce scope. Les projets peuvent contribuer à des initiatives nationales, européennes et internationales, en cours. Heu et puis, donc je laisserai la parole ensuite à Julien pour l'aspect SHS si tu veux rajouter des choses. Mais c'est vrai qu'on a vu déjà qu'il y avait déjà un certain nombre de points, qui allaient dans ce sens-là. Et puis, comme les 2 autres, appels à projets, vos propositions devront, si elles sont retenues, participer à des activités conjointes et donc, même chose que pour la dernière fois, les candidats devront prévoir un budget dans leur, projet pour couvrir cette collaboration et je ne l'ai pas noté là, mais, l'aspect, évaluation à l'aveugle sera aussi, demandé pour cet appel à projet et la déclaration du budget en somme forfaitaire également. Voilà, Julien, je te laisse la parole pour les aspects SHS. Merci Virginie. Pas grand-chose de plus à rajouter, hein, sur de ce que tu en as dit, sur les aspects SHS, avec le côté sciences juridiques, éthique, et les différentes diversités de profils socio-économiques à prendre en compte. Je peux juste indiquer que nous, c'est pas forcément un appel qu'on a retenu comme étant important en sciences humaines et sociales, mais il est important pour vous, moins pour nos communautés, mais peut-être plus pour les communautés de santé. Ce qui n'empêche pas que je vais quand même en faire la mention auprès de mes communautés de recherche en sciences humaines et sociales. Et on va donc publier un guide qui reprend un petit peu tous ces appels et qu'on va présenter à la communauté de recherche en sciences humaines et sociales. Si j'ai des intérêts de la part des SHS, je les transmettrai à Virginie et puis on verra comment est-ce qu'on peut faire le lien aussi entre nos différentes communautés. Voilà, donc pas grand-chose de concret à dire sur cet appel, mais en tout cas, au niveau de la stratégie entre nous, on va essayer de se coordonner pour avoir des équipes qui souhaiteraient répondre et peut-être qui cherchent des consortiums ou des partenaires français qui sont moins SHS. Voilà. OK. Merci beaucoup Julien. Hem
Donc on va, terminer donc avec les un certain nombre de partenaires qui sont listés, voilà, inclure dans votre projet. Donc les partenaires dans le domaine de la santé évidemment, dans le domaine informatique, vraiment important, on l'a déjà vu dans le domaine SHS, les citoyens toujours, les professionnels de santé, économistes de la santé, autorités de santé donc voilà, c'est large mais en fait cet appel il est très large donc tout dépend du focus que vous allez donner à votre projet. Et puis au niveau du contexte, européen, bien là, il y a un seul document qui est cité, qui est donc là, c'est alors attendez, parce que du coup, c'est bon, on en a déjà parlé en fait. C'est l'initiative, Healthier Together, dont je vous ai déjà parlé sur les autres appels à projets. Et au niveau des projets qui sont déjà financés sur cet appel, hem, donc je vous en ai mis qu'un, il y en a forcément d'autres, hein, mais celui-là, il est important parce qu'il a été financé dans le cadre d'Horizon Europe en 2021 et c'est une CSA, c'est une action de support et de coordination. C'est une roadmap justement pour la prévention personnalisée qui est piloté par l'Italie, qui s'appelle Prophet. Donc voilà, c'est important si vous montez un projet, de voilà, de prendre contact avec eux ou regarder au moins leur site web. Parce que l'idée, c'est qu'ils fassent vraiment une voilà, un mapping de ce qui existe déjà au niveau européen. Donc c'est, voilà, c'est important, pour l'état de l'art, c'est important d'avoir ces informations-là. Voilà et donc je voulais vous donner quelques informations sur l'aide au montage de projet, parce qu'il existe, au niveau national des dispositifs qui vont vous permettre de vous aider, à monter votre consortium. Donc il y a notamment, une aide, qui est proposée par l'ANR qui s'appelle MRSEI, donc montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux et c'est, un dispositif qui vous permet d'obtenir une subvention de 35 kilo pour, une durée de 2 ans et qui vous permet alors il faut que vous soyez coordinateur et que, vous soyez un organisme public et donc si vous souhaitez coordonner un projet, ça vous permet, financer les coûts, de communication, d'organisation de réunions, de voyages, de missions, si vous voulez rencontrer des partenaires, que vous voulez intégrer à votre consortium. Ça permet de, financer une prestation de service pour un cabinet de conseil à hauteur de 10 € et ça vous permet, également de, financer des CDD pour vous aider à monter votre projet. Il y a plusieurs dates de soumission, qui sont prévues pour 2023, le 3 mars, le 1er juin et le 9 octobre. Donc pour le premier appel à projet pour la santé, c'est trop tard en fait, ces dates sont, arriveront trop tard en fait pour le montage de votre projet. En revanche, pour les appels 2024, vous pouvez tout à fait utiliser ce dispositif. Il y a un autre dispositif qui s'appelle le diagnostic partenariat pour les projets collaboratifs des entreprises. Donc là, ça concerne, les entreprises qui veulent se lancer dans l'aventure européenne, soit en tant que coordinateur, soit en tant que partenaire et là, vous avez, également un soutien financier, soit, pour, les prestations d'un cabinet de conseil, et ça peut être aussi de l'aide à la rédaction. Enfin, là, vous avez plusieurs, prestations, possibles. Et si vous déposez un projet, vous avez une réponse rapide sous 2 semaines. Si vous souhaitez déposer un projet dans le cadre de ce diagnostic partenariat, n'hésitez pas à contacter le PCN en amont, pour discuter, de votre projet. Voilà, on vous donne des conseils, pour répondre à ce type de dispositif. Et puis enfin, vous dire que, ou vous rappeler que ce qui est important en fait pour, monter un projet, c'est d'anticiper. Donc, anticiper, ça veut dire, créer son réseau bien en amont et puis ça veut dire, dans tous les cas, contacter le plus rapidement possible dès que vous souhaitez,
heu, participer à un projet européen ou dès que vous souhaitez identifier un appel qui pourrait vous correspondre, vous contactez votre cellule Europe et le PCN. Voilà, nous on pourra vous aider vraiment à identifier l'appel à projet qui vous convient. Je vous ai remis le lien vers les programmes de travail 23-24. N'oubliez pas que, l'info-D santé organisée par la Commission européenne a lieu le 19 janvier et elle organise également un événement de networking, donc tout ça c'est en ligne, le 20 janvier, heu, auquel il est toujours possible de s'inscrire. Et puis je vous ai remis le lien vers, l'ensemble des webinaires que le PCN, santé organise donc et qui vous présente l'ensemble des appels à projets et donc toutes ces infos, vous les retrouvez sur, le site, horizon, europe.gouv.fr. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Je vais regarder parce que je crois qu'il y a des questions dans le chat. Je vais vérifier ça. Hop. Alors, le programme AL fonctionne avec des a oui alors, le programme AL, c'est un programme, qui existe depuis, je sais plus au moins, je sais pas, peut-être 10 ans. Mais aujourd'hui, la France n'est pas impliquée dans ce programme. C'est-à-dire qu'au début, au lancement de ce programme AL, il faut que les pays soient cofinanceurs. Donc au début, la France était impliquée au tout début du lancement de ce programme. Maintenant, elle n'est plus impliquée, donc de toute façon, il n'y a plus de possibilité de répondre, à ces appels, si on est un partenaire français. Et pourriez-vous définir ce qu'on entend exactement par initiative? Alors là, vous me parlez, des initiatives que je vous ai listées, tout à l'heure. Alors attendez, on va revenir. Hop. Donc en fait, les documents, enfin les orientations politiques, elles peuvent passer, par différents types de documents. Les initiatives, en tout cas l'initiative, Healthier Together, c'est, vraiment un document, une stratégie, qui est proposée par la Commission européenne et qui dure l'ensemble d'Horizon qui dure vraiment, toute la durée d'Horizon Europe, donc de 2021 à 2027. Les papiers ensuite, vous pouvez avoir des rapports, donc qui sont aussi importants à prendre en considération, mais qui sont beaucoup plus ponctuels. Là, vraiment, cette initiative, c'est, en fait, il y a plusieurs initiatives phares que la commission, met en avant. Hem et là, celle-ci en fait partie. Voilà. Donc c'est un point, ouais, c'est ça, Healthier Together. Je regardais le chat. Donc c'est en fait, c'est un document, je vous ai mis le lien, hein, comme ça vous pourrez, regarder. Mais c'est un document, qui est rédigé par la Commission européenne, et qui est là vraiment pour aider, les pays, à identifier et à mettre en œuvre des actions pour réduire l'impact des maladies non transmissibles. Et en fait, il y a plusieurs, axes, dans cette initiative, qui couvre, bah, l'ensemble des maladies non transmissibles les plus importantes. Donc il y a les déterminants de santé, il y a les maladies cardiovasculaires, il doit y avoir le diabète aussi, les maladies chroniques respiratoires, la santé mentale et il doit y avoir aussi les maladies, neurologiques. Voilà. Donc c'est vraiment, voilà un document, sur lequel ensuite, les
en tout cas, il faut s'appuyer, en tout cas, c'est sur ces bases-là, sur cette base-là que les appels à projets sont rédigés. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Non? Bon, en tout cas, merci à tous, pour votre présence et votre participation. Un grand merci à Julien pour, son éclairage sur les SHS. Donc encore une fois, hein, vraiment important, dans les appels à projets santé. Je vous rappelle donc que le webinaire est enregistré, donc il sera publié rapidement et puis, je vous transmettrai également la présentation. Merci à tous, bon courage pour le montage de vos projets et n'hésitez pas, à nous contacter si vous avez la moindre question. Merci Merci Virginie, beaucoup. merci à tous. N'hésitez pas à nous contacter non plus de notre côté en SHS. Au revoir.